Ils étaient de véritables légendes vivantes, jusqu'à ce que le volant ne devienne tragiquement l'instrument de leur condamnation à mort. Des icônes du rock aux stars du petit écran, c'est dit à 8 célébrités n'ont pas rendu leur dernier souffle sur scène, mais sur des routes sombres, lors d'accidents dévastateurs. Derrière les paillettes et le glamour d'Hollywood se cachent des fins tragiques, des dénouements si brutaux et réels qu'ils en paraissent presque impossibles à croire. Eddie Cochran. En 1958, Eddie Cochran incarnait le visage juvénile du rock'n'roll, avec sa guitare Gretsch orange emblématique, son style rebelle et des tubes inoubliables, comme Time Summertime, Blues Times et Times Come On, Everybody Asterisk. Il s'est imposé comme l'idole absolue d'une génération qui n'aspirait qu'à la vitesse, à une liberté sans bornes et à de la musique jouée à plein volume. Il était la voix de ces étés sans fin et des nuits fiévreuses de la jeunesse américaine, mais cette voix s'est tue bien trop tôt, fauchée sur une route anglaise. Le 10 à 7 avril 1960, Cochrane traversait Chippenham, dans le comté de Thayer, Wiltshire, en Angleterre. Accompagné de sa petite amie Sharon Shelley et de son ami, le musicien Jen Vincent, il venait tout juste de boucler une tournée au Royaume-Uni et brûlaient d'impatience de rentrer chez eux. Ils ont hélé un taxi pour l'aéroport, sans se douter un seul instant qu'ils étaient en train d'écrire un chapitre fatal de l'histoire du rock. La voiture filait à toute allure, engloutie par l'obscurité de la nuit. Soudain, le chauffeur a perdu le contrôle. Le taxi a dérapé, s'est écrasé avec une violence inouïe, et le silence a laissé place au bruit glaçant de la tôle froissée et aux cris de douleur. Cochrane a été le plus durement touché. La violence de l'impact l'a projeté de plein fouet contre la portière du véhicule. Souffrant d'un grave traumatisme crânien, il a été transporté d'urgence à l'hôpital Saint-Martin. Mais, hélas, il était déjà trop tard. Il a rendu l'âme le lendemain, le 10 à 8 avril. Il n'avait que 21 ans. Sa mort a ébranlé le monde entier, non seulement parce qu'il était jeune, talentueux et au sommet de sa gloire, mais aussi parce qu'elle symbolisait le prix cruel que la célébrité exige parfois, même à l'aube d'une carrière. Cochrane n'était pas simplement une étoile filante, c'était une comète incandescente qui a traversé le ciel du rock avec fureur avant de s'éteindre en un instant, laissant derrière elle une traînée indélébile. Chu Berry. Dans les clubs enfumés des années 40, où le jazz naissait à chaque coin de rue et où le bebop était sur le point d'exploser, Leon Chu Berry faisait figure de phare. Saxophoniste virtuose, improvisateur féroce, il imposait un style à la fois suave et sophistiqué. Il assurait le lien vital entre le swing classique et la révolution harmonique qui se profilait à l'horizon. Il a joué aux côtés de légendes comme Cab Calloway, Billie Holiday et Dizzy Gillespie. Il était, sans exagération aucune, l'une des pierres angulaires du nouveau son américain. Mais l'avenir du jazz allait perdre l'une de ses voix les plus puissantes en une fraction de seconde. Dans la nuit du 27 octobre 1941, Berry roulait sur une route de Kenton, dans l'Ohio, en route pour un concert. Il faisait froid et la visibilité était particulièrement mauvaise ce soir-là. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé, si ce n'est qu'en un instant, son véhicule a percuté une autre voiture de plein fouet. L'impact fut si brutal que Chu Berry a été tué sur le coup. Il avait à peine 33 ans. Pas d'adieu, pas de dernière note. Son saxophone s'est tu à jamais. L'homme qui avait contribué à définir la transition entre deux ères du jazz a été arraché à la vie avant même de voir son héritage fleurir pleinement. Pour les musiciens de son époque, sa mort fut bien plus qu'une perte. Ce fut un vide dans la mélodie, un solo interrompu qui n'atteindrait jamais son apogée. Et dans les recoins où l'on écoute encore du vrai jazz, en tendant l'oreille, on peut presque imaginer Chu Berry souffler ces notes que plus personne ne saura jamais jouer. Dottie West. Dottie West n'était pas une chanteuse de country ordinaire. C'était une véritable pionnière. L'une des premières femmes à Nashville qui ne se contentait pas d'interpréter ses chansons, mais qui les écrivait, les produisait et les vivait intensément. Son style authentique et sa force de caractère, en tant que femme dans une industrie dominée par les hommes, ont fait d'elle une légende. Mais dans la nuit du 30 août 1991, son histoire a pris un tournant tragique et ironique. Dottie était en retard. Ce soir-là, elle devait se produire au mythique Grand Ole Opry. Mais sa voiture est tombée en panne. Désespérée,
Elle est sortie sur la route pour demander de l'aide. On aurait dit un coup de pouce du destin. Georges, aimable mais imprudent, a proposé de la conduire. Ils sont montés en voiture et ont filé vers Lopry par l'autoroute d'Opryland. Mais dans le virage de la sortie, clairement limité à 40 km/h, Georges a accéléré à plus du double de la vitesse autorisée. La voiture a échappé à tout contrôle, a plané dans les airs avant de s'écraser violemment contre un talus. Doty a été transporté d'urgence à l'hôpital. Ses blessures étaient critiques. Pendant des jours, ses fans ont prié pour un miracle, mais il n'a pas eu lieu. Elle s'est éteinte le 4 septembre, 5 jours après l'accident. Celle qui avait chanté l'amour, le chagrin et la survie n'a pas survécu à l'imprudence d'un voisin pourtant bien intentionné. Isadora Duncan. Isadora Duncan ne dansait pas, elle flottait, pieds nus, des tuniques grecques fluides et des mouvements inspirés par le souffle du vent et l'écume de la mer. Elle défiait ouvertement les règles rigides du ballet classique et fondait, sans même le savoir, les bases de la danse moderne. C'était une révolutionnaire libre et intense, une femme qui refusait catégoriquement les corsets, que ce soit sur scène ou dans sa propre vie. Elle a aimé avec une passion dévorante, a perdu avec une douleur immense et est morte d'une façon si étrange que même le théâtre le plus surréaliste n'aurait jamais osé l'écrire. Le 14 septembre 1927, à Nice, en France, Duncan est monté sur le siège passager d'une voiture de sport, une Amilcar CG-SS. Le vent de la côte soufflait fort ce jour-là. Elle portait, comme à son habitude, l'un de ses longs foulards en soie peint à la main. La voiture a démarré en trombe. Quelques secondes plus tard, son foulard s'est tragiquement emmêlé dans l'une des roues arrière ouvertes du véhicule. Le tissu s'est tendu, s'est enroulé autour de l'essieu et en un instant l'a tiré violemment hors de la voiture. La force de la traction fut si brutale que son cou s'est brisé sur le cou. La nouvelle a parcouru le monde comme un murmure macabre. La femme qui avait libéré la danse du corset est morte étranglée par son propre symbole de liberté. C'est poétique, tragique, incroyable. Isadora n'a pas eu une fin digne de son art sublime. Ou peut, être que si, une fin que personne n'avait pu prévoir, absolument dramatique, comme une toute dernière pirouette sans filet de sécurité. Parlons maintenant de Lisa Lope. Lisa Lopes, mieux connue sous le nom de Left Eye, n'était pas seulement l'une des voix les plus distinctives du trio R&B-TLC, c'était un véritable tourbillon de talent, d'énergie et de style unique. De Waterfalls à No Scrubs, ses paroles et sa présence scénique donnaient du pouvoir et de la force à des millions de personnes. Mais derrière les lunettes noires et les tatouages emblématiques, il y avait aussi une femme complexe, impulsive et poursuivie par son propre destin. Le 25 avril 2002, Lisa se trouvait à La Ceiba, au Honduras, où elle travaillait sur un projet spirituel et filmait un documentaire. Elle était au volant d'un Mitsubishi Montero de location, accompagnée par plusieurs de ses amis. La route était étroite, la visibilité limitée. Lisa a braqué brusquement pour l'éviter. Puis, un autre véhicule arrivait en sens inverse, l'obligeant à un nouveau coup de volant désespéré. Le SUV a fait plusieurs tonneaux, a percuté 2 arbres et a fini sa course dans un fossé. Lisa et 3 autres passagers ont été violemment éjectés par les fenêtres. Elle ne portait malheureusement pas sa ceinture de sécurité. Son corps a été projeté avec une force brutale. Elle est morte sur le coup, à l'âge de 30 ans. Les caméras du documentaire tournaient encore pendant le trajet. Elles ont capturé les instants précis précédant l'accident fatal. Le plus effrayant, c'est que quelques jours auparavant, Lisa avait mentionné se sentir traquée par une présence sombre, comme si la mort la suivait à la trace. Et elle a fini par la rattraper, sur un chemin de terre loin des scènes, sans lumière ni applaudissements, juste le craquement des branches brisées. Passons à l'histoire de Russell. Rapide, bruyant et rebelle. C'était Nicholas Razel Dingley, le batteur anglais du groupe de glam rock finlandais Hanoi Rocks. Avec sa crinière sauvage et ses baguettes toujours au bord du chaos, Russell était l'âme du rythme et de la fête. Le rock coulait dans ses veines. Mais lors d'une nuit fatidique de décembre, ce même esprit d'excès qui le poussait l'a conduit tout droit à la mort. C'était le 8 décembre 1984,
à Los Angeles. Le groupe faisait la fête chez le leader de Mötley Crüe, Vince Neil, entre rire et ego déchaîné. Mais un moment critique pour toute réunion de rockstars est arrivé. Russell et Neil ont décidé de sortir rapidement pour aller chercher des provisions. Ils sont montés dans la De Tomaso Pantera de Neil, une super sportive aussi rapide qu'instable. Ils étaient tous les deux ivres, mais cela n'a pas arrêté le conducteur. Sur le chemin du retour, Neil a perdu le contrôle. La voiture a traversé la voie et a percuté frontalement un autre véhicule. Russell est mort sur le coup. Il avait 24 ans. Dans l'autre voiture, 2 personnes ont été grièvement blessées. Neil a survécu et a été accusé d'homicide involontaire au volant et de conduite sous l'emprise de l'alcool. Il a reçu une peine minimale de 30 jours de prison. Le monde du rock est resté glacé d'effroi. Russell, avec toute son énergie chaotique, est parti sans un dernier solo. Sans adieu, une simple course pour de la bière s'est terminée avec un musicien enterré et un groupe brisé. Et ce jour-là, le glam a perdu son éclat sous les lumières rouges d'une ambulance. Tom Mix. Bien avant John Wayne, avant Clint Eastwood, Tom Mix était déjà une légende. Avec plus de 300 films à l'époque du cinéma muet, cette icône du western avait tout pour plaire. Le chapeau blanc, le pistolet à la ceinture et un cheval fidèle nommé Tony. Là où il y avait de la poussière, du danger et de l'action, il y avait Tom Mix, tirant avec un sourire et chevauchant vers le soleil couchant. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas toujours de fin héroïque. Le 12 octobre 1940, Mix conduisait sur une route poussiéreuse à environ 10 à 8 milles au sud de Florence, dans l'État de l'Arizona. Il venait de rendre visite au shérif du comté de Pima. C'était une magnifique journée ensoleillée au ciel limpide, mais alors qu'il traversait une zone en travaux, il a dû emprunter une déviation inattendue. Roulant à vive allure, sa voiture, une luxueuse Corte 812 décapotable, a soudainement perdu sa stabilité sur ce terrain accidenté. À l'arrière du véhicule, une lourde valise a été projetée violemment vers l'avant au moment du freinage, le frappant mortellement à la nuque. Le véhicule s'est alors renversé, emprisonnant le pauvre Mix sous les débris de ferraille tordues. Il est mort sur le coup, à l'âge de 60 ans seulement, au beau milieu du désert, sous ce soleil de l'Ouest que Tom Mix chérissait tant. Il a rencontré son destin, non pas à cheval ni lors d'un duel, mais derrière un volant, dans un virage sans retour. Aujourd'hui, un simple panneau signale le lieu de sa mort. Il ne dit pas grand-chose, juste que Tom Mix est mort près d'ici. Mais pour ceux qui ont grandi en le regardant sur grand écran, il était bien plus qu'une star de cinéma. Il était, pour ainsi dire, le tout dernier des Cowboys, Pelle Lindbergh. Dans les années 80, si vous étiez fan de hockey, le nom de Pelle Lindbergh était véritablement synonyme de miracle sur la glace. Gardien de but des Flyers de Philadelphie, son talent inné, la vitesse fulgurante de ses réflexes et son sang-froid imperturbable avait fait de lui un véritable phénomène de la Ligue nationale de hockey. En 1985, il a même été sacré meilleur gardien de toute la Ligue. Il avait 26 ans, une carrière brillante qui s'ouvrait devant lui et une vie qui brûlait avec l'intensité d'une comète. Mais il était aussi jeune, riche et célèbre. Et comme tant d'autres avec cette combinaison maudite, il se croyait tout simplement invincible. Au petit matin du 10 novembre 1985, après une nuit de fête avec des amis, Lindbergh est monté dans sa Porsche 930 Turbo. Il filait à toute allure dans les rues du New Jersey lorsque, soudain, il a perdu le contrôle du bolide. La voiture s'est écrasée contre un mur en béton avec une telle violence que le moteur a été éjecté à près de 30 mètres du point d'impact. Pell a été transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Les médecins ont malheureusement déclaré sa mort cérébrale le lendemain, le 11 novembre. Il n'avait que 26 ans. Plus tard, les analyses ont révélé que son taux d'alcoolémie était 2 fois supérieur à la limite légale autorisée. L'idole des Flyers, ce gardien qui semblait capable d'arrêter même le temps, n'a pas su s'arrêter lui-même. L'équipe était totalement dévastée. Son casier, son maillot et son masque sont devenus un véritable hôtel de recueillement. La Ligue n'a plus jamais revu un talent aussi pur que le sien. Jack Anglin. Jack Anglin connaissait bien la douleur qui habite les chansons de country. En tant que membre du duo The Anglin Brothers, sa voix racontait des histoires d'amour, perdues,
de routes poussiéreuses et de cœurs brisés. Mais aucune chanson n'aurait pu le préparer à la tragédie qu'il allait vivre, ni à celle qui l'attendait sur la route. Nous sommes en mars 1963. Jack a été anéanti en apprenant la mort de son amie proche et collègue musicienne, Patsy Cline, dans un terrible accident d'avion. Elle, la voix puissante du tube Crazy, était tombée du ciel comme un ange foudroyé. Anglin était déterminé à lui rendre un dernier hommage. Il devait assister à ses funérailles sans faute. Le 8 mars, il a enfilé son plus beau costume, a dit au revoir à sa femme et est monté dans sa voiture. Il conduisait sur les routes du Tennessee, le cœur lourd de chagrin, mais avec un objectif clair en tête. Il n'est jamais arrivé à destination. À mi-chemin, la voiture de Jack a fait une embardée, a quitté la route et s'est écrasé. Il est mort sur le coup à seulement 47 ans. Un musicien en route pour l'enterrement d'une autre, et la mort l'attendait au tournant. 2 funérailles, 2 icônes de la country, 2 cœurs qui ont cessé de battre au cours de la même semaine maudite. Le destin semble aussi savoir composer des tragédies. Et parfois, il les chantonne à voix basse, en conduisant sur une route solitaire du Sud. Steve Préfontaine avait le cœur d'un rebelle et les jambes d'un champion. Steve Préfontaine, ou simplement Pré, n'était pas seulement un coureur de fond. C'était un symbole de fierté américaine, un gladiateur du bitume qui courait comme si chaque course était la dernière de sa vie. Dans les années 70, il dominait littéralement les pistes. Il a brisé 7 records nationaux sur des distances allant du 2000 au 10 000 mètres. On l'appelait le James Dean de l'athlétisme. Et, comme Dean, il allait vivre à 100 à l'heure et mourir bien trop jeune. La nuit du 29 mai 1975, Préfontaine avait assisté à une petite fête avec des amis à Eugene, dans l'Oregon, sa ville, son sanctuaire. Il y a partagé des rires, des discussions et quelques verres. En partant, il a pris le volant de sa voiture de sport, une MG. Avec le vent fouettant son visage et la musique dans l'autoradio, cela ressemblait à une scène de victoire. Mais l'alcool coulait dans ses veines, à un taux plus de 2 fois supérieur à la limite légale. Dans un virage serré, il a perdu la maîtrise du véhicule. La voiture a fait des tonneaux, a glissé et a fini par l'écraser contre une paroi rocheuse. Steve est resté piégé sous le châssis. Lorsque les secours sont arrivés sur place, il ne respirait plus. Il avait 24 ans, une carrière olympique qui promettait l'or, un avenir qui semblait inévitable. Les fans continuent de se rendre en pèlerinage sur le lieu du drame, ce fameux rocher connu sous le nom de PR Rock, où l'on trouve toujours, sans exception, des bouquets de fleurs fraîches déposés avec amour. Là-bas, on ne pleure pas simplement la perte d'un athlète exceptionnel, mais on célèbre surtout cet esprit indomptable, cette force de la nature qui a toujours refusé de courir avec la moindre retenue ou prudence. Sa devise résumait tout son être. Quelqu'un pourra peu être me vaincre, c'est possible, mais je vous promets qu'il devra saigner et souffrir pour y parvenir. Et Steve Préfontaine a couru si vite, avec une telle intensité, que même la vie n'a pas réussi à suivre sa cadence infernale jusqu'au moment où tout s'est arrêté brusquement. Passons maintenant à Harry Chapin. Harry Chapin n'était pas un simple chanteur comme les autres. C'était un véritable conteur armé d'une guitare. Un poète urbain capable de transformer des conversations banales du quotidien en hymnes inoubliables qui touchent l'âme. Pensez à Cats in the Cradle. Chacune de ces chansons n'était pas juste une mélodie, mais une histoire vivante, dotée d'une âme propre et d'une profondeur bouleversante. Ces concerts étaient des moments intimes, passionnés et bien souvent gratuits. Car pour Chapin, la musique n'était pas un business, mais un moyen puissant de faire le bien autour de lui. Et c'est exactement ce qu'il s'apprêtait à faire ce fatidique 16 juillet 1981, lorsque le destin lui a tendu une embuscade cruelle en plein milieu de l'autoroute. Cet après-midi-là, Harry était au volant de sa modeste Volkswagen Rabbit de 1975, roulant sur la tristement célèbre Long Island Expressway. Il se rendait à un concert de charité gratuit. La circulation était dense, étouffante. Des témoins raconteront plus tard que sa voiture semblait souffrir, comme si elle avait de graves problèmes mécaniques. Il avançait lentement. Son véhicule vacillait, totalement vulnérable au milieu du flot. Et c'est alors qu'a surgi un immense semi-remorque, arrivant à toute vitesse derrière lui. L'impact a été d'une violence inouïe, absolument brutale.
L'arrière de la petite Rabbit s'est instantanément comprimé, écrasé comme une vulgaire canette de soda sous la pression. Le corps de ce musicien tant aimé s'est retrouvé prisonnier, tragiquement coincé au milieu de cet amas de tôle froissée et de débris. Un hélicoptère l'a transporté d'urgence au centre médical du comté de Nassau, mais hélas, il était déjà bien trop tard. Il s'est éteint à 38 ans, laissant des millions de fans dans un silence assourdissant. L'homme qui avait chanté avec tant d'émotion les pères absents, les chauffeurs de taxi mélancoliques et les secondes chances n'aurait malheureusement jamais droit à la sienne. Dans son portefeuille, on a retrouvé une petite note manuscrite qui disait « Quand nous mourrons, les seules choses qui comptent vraiment sont de savoir qui nous avons aimé et qui nous a aimés en retour. Et qu'avons-nous fait pour les autres ?» Harry Chapin n'est pas mort sur scène sous les projecteurs, mais en route pour en rejoindre une. Et cela résume peu. Être tout ce qu'il y a à savoir sur la grandeur de cet homme. Ryan Dunn. Avec son sourire de gamin espiègle et son cœur qui ne connaissait aucun frein, Ryan Dunn est devenu une véritable légende de la télévision en participant à ce phénomène culturel explosif qu'était Jackass. Il sautait des toits sans hésiter, s'écrasait volontairement dans des caddies de supermarché et accomplissait toutes ces folies que le commun des mortels n'osait même pas imaginer en rêve. Pour lui, le danger faisait partie intégrante de la blague. C'était le moteur du rire. Mais un jour, la prise de risque a cessé d'être drôle pour devenir tragique. C'était au petit matin du 20 juin 2011, dans la localité de West Goshen Township, en Pennsylvanie. Dunn avait passé la soirée à boire avec des amis dans un bar appelé Barnaby's, accompagné de son collègue et assistant de production, Zachary Hartwell. Ensuite, ils sont tous deux montés dans la puissante Porsche 911 GT3 de Ryan, un bolide conçu pour la course sur circuit et certainement pas pour des routes humides ou des nuits embrumées par l'alcool. Quelques minutes plus tard, alors qu'il filait à plus de 200 km à l'heure, Dunn a totalement perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a quitté la route, a heurté violemment une barrière de sécurité, s'est fracassée contre un arbre avant d'exploser littéralement. Les flammes ont tout ravagé sur leur passage. Lorsque les secouristes sont arrivés sur les lieux, il n'y avait malheureusement plus rien à sauver. Hartwell, son passager, en avait à peine 30. Le rapport du médecin légiste a été sans appel. Le taux d'alcoolémie de Ryan était 2 fois supérieur à la limite légale. Une vitesse létale pour des conséquences irréversibles. Le monde du divertissement s'est retrouvé profondément divisé face à cette nouvelle. Certains pleuraient la perte d'une âme libre et joyeuse, tandis que d'autres condamnaient fermement l'irresponsabilité de cet acte. Mais la vérité, c'est que Ryan Dunn a vécu et est mort comme un coup de tonnerre incontrôlable. Une vie bâtie sur des folies, mais un final tragique que personne n'a eu envie d'applaudir. Jessica Savage. Jessica Savage a brisé les barrières. Dans un monde dominé par les costumes gris et les voix masculines graves, elle s'est frayé un chemin avec une élégance rare et une détermination de fer. Elle a été l'une des toutes premières femmes à présenter un journal télévisé national aux États-Unis, marquant l'histoire. On l'admirait pour son calme olympien face aux caméras et pour son incroyable talent à traduire des sujets complexes en mots simples et clairs pour le public. Mais une fois sortie du studio, sa vie privée était un véritable tourbillon fait de tensions, d'une profonde solitude et de lourds silences. Le 23 octobre 1983, par une nuit pluvieuse et sans lune, Jessica est sortie dîner avec un ami proche, Martin Fishbein, le vice-président du New York Post. Après le dîner, il a gentiment proposé de la raccompagner chez elle en voiture. Ils sont montés dans le véhicule, s'éloignant sur un chemin rural à New Hope, en Pennsylvanie, avant de disparaître dans un brouillard épais. À un moment donné sur cette route sinueuse, la voiture a dévié de sa trajectoire. Les roues ont glissé sur le sol mouillé. Le véhicule a basculé dans un canal étroit et profond, le tout dans un silence terrifiant, sans aucun témoin pour donner l'alerte. Quand les secours sont enfin arrivés, il était trop tard. Ils étaient restés piégés à l'intérieur de l'habitacle, totalement submergés sous l'eau glacée. Ils sont morts noyés, emportés par les flots. Elle n'avait que 36 ans. Elle était à l'apogée de sa carrière, avec des promesses de contrats pour des livres et même son propre film en préparation. Son visage, si familier pour des millions de téléspectateurs chaque soir, est soudainement devenu l'emblème d'une tragédie inexplicable et brutale. La journaliste qui illuminait les foyers de tout un pays
a fini par être vaincu par la plus cruelle et la plus profonde des obscurités. Une route trempée par la pluie, un virage particulièrement traître et un silence éternel sous les eaux. Avec une voix puissante capable de transformer des batailles historiques en ballades épiques, Johnny Horton était véritablement le troubadour moderne du Vieil Ouest. The Battle of New Orleans, North to Alaska. Ces chansons étaient de véritables chroniques chantées, résonnant fort de tambours de guerre. Elles portaient le vent du désert et la fierté américaine. Mais derrière cet esprit héroïque de légende, la réalité avait d'autres plans bien plus sombres. Nous sommes au petit matin du 5 novembre 1960. Horton et ses musiciens, Tommy Tomlinson et Tillman Franks, venaient tout juste de jouer au Skyline Club à Austin, au Texas, l'endroit même où Hank Williams avait donné son dernier concert. Il y avait quelque chose d'inquiétant qui flottait dans l'air. Sur la route en direction de Shreveport, ils traversaient un pont dans le comté de Milam quand soudainement, un autre véhicule a surgi juste en face d'eux. Il n'y a pas eu le temps d'esquiver. Ce fut un choc frontal, brutal, sans aucun avertissement. La voiture de Horton a été littéralement réduite en miettes. Pendant que l'ambulance le transportait d'urgence à l'hôpital, Johnny s'est accroché à la vie pendant quelques minutes. Mais son cœur, tel un tambour battant en retraite, s'est éteint doucement. Il est mort avant même d'arriver. Il avait à peine 35 ans. On raconte souvent que Johnny Horton avait prédit sa propre mort. Il avait confié à ses amis qu'il rêvait de mourir jeune dans un accident violent. Le dernier voyage du troubadour ne l'a mené ni vers l'Alaska, ni vers la Nouvelle-Orléans. C'est sur une route sombre du Texas que son histoire a trouvé son point final, exactement comme dans l'une de ses propres chansons. Ernie Kovacs. Bien avant que l'humour télévisé ne devienne prévisible, Ernie Kovacs était déjà en train de le réinventer complètement avec audace. Icône incontournable des années 50 et 60, c'était un génie de l'absurde, un maître du visuel et le pionnier du sketch sans parole. Alors que les autres racontaient simplement des blagues, lui, il défiait la logique en direct, brisant le quatrième mur et la routine des conventions établies. À la télévision, il était totalement imprévisible. Mais dans la vraie vie, sa fin a été brutalement directe et tragique. C'était l'aube du 13 janvier 1962. Kovacs, conducteur occasionnel mais confiant, roulait dans son break Chevrolet Corvair à travers les rues de l'ouest de Los Angeles. Il venait de quitter une fête donnée en l'honneur de Milton Berle. La nuit était humide, les rues glissantes. Un moment d'inattention, un virage pris avec trop de vitesse, un cigare allumé au volant, et il a perdu le contrôle du véhicule, la voiture a dérapé et s'est écrasée violemment contre un poteau électrique sur le bas-côté. Kovacs a été éjecté du côté passager. L'impact lui a causé de très graves blessures à la poitrine et à la tête. Il est mort sur le coup, à l'âge de 42 ans. L'ironie du sort est particulièrement douloureuse ici. L'homme qui a fait rire toute une génération est mort sans public, dans une rue déserte, entouré seulement par le bruit du métal tordu et des phares brisés. Ernie Kovacs disait « La télévision n'est pas un art, c'est une étincelle. Cette étincelle s'est éteinte cette nuit-là, mais l'écho de son rire résonne encore aujourd'hui. » Tim Horton. Au Canada, Tim Horton était bien plus qu'un simple joueur de hockey célèbre. C'était un symbole vivant, un véritable mur humain sur la glace, une force inébranlable en défense et un héros national, dont le nom finirait plus tard affiché à chaque coin de rue du pays, inscrit sur une tasse de café. Pendant 24 saisons dans la Ligue nationale de hockey, il a porté les couleurs des Maple Leafs de Toronto, des Rangers, des Penguins et des Sabres. Mais son héritage le plus profond allait bien au-delà du sport. Jusqu'à ce qu'une nuit fatidique, la route ait raison de lui. C'était au petit matin du 20 et 1 février 1974. La veille, Horton avait joué un match avec les Sabres de Buffalo contre son ancienne équipe, les Maple Leafs, à Toronto. Bien que blessé à la cheville et souffrant d'une mâchoire meurtrie, il a été nommé l'une des étoiles du match pour sa performance. Mais il n'est pas rentré avec l'équipe. Il a préféré conduire seul, de nuit, pour parcourir les 160 kilomètres qui séparaient Toronto de Buffalo. À un moment donné du trajet, il a perdu le contrôle. La voiture est sortie de l'autoroute Queen Elizabeth Way, a percuté la barrière de sécurité et a fait plusieurs tonneaux. Horton a été éjecté violemment du véhicule. Il est mort sur le coup.
Plus tard, l'enquête a révélé qu'il conduisait à plus de 160 km par heure et qu'il avait de l'alcool et des médicaments dans son organisme. Il avait 44 ans. La nouvelle a secoué non seulement la Ligue nationale, mais aussi tout le pays entier. L'homme qui a bâti un empire de café et de beignets, qui a inspiré des générations par son éthique de travail, est mort seul, épuisé, en excès de vitesse, dans une nuit sans caméra ni applaudissements. Son nom reste vivant sur des millions de gobelets chaque matin. Mais dans la mémoire de ceux qui l'ont vu jouer, Tim Horton restera à jamais le défenseur indestructible que seule la fatigue extrême et la vitesse ont pu briser. Cozy Powell. Dans le monde du hard rock, peu de noms résonnent avec autant de force et de puissance que celui de Cozy Powell. Ce n'était pas simplement un batteur, c'était littéralement le tonnerre armé de baguettes. Il a joué avec des géants comme Rainbow, Black Sabbath, Whitesnake et Emerson, Lake and Powell. Son style était agressif, technique et électrique, comme si chaque frappe sur le tambour était un cri de guerre. Mais en dehors de la scène, il vivait aussi dangereusement, au rythme de l'excès. Et le 5 avril 1998, la vitesse, l'alcool et la fatalité se sont croisés pour écrire sa toute dernière chanson tragique. Cette nuit-là, Powell était au volant de sa Saab 9000 sur l'autoroute M4 dans le Gloucestershire, en Angleterre. Il pleuvait des cordes. La chaussée était détrempée, mais cela ne l'a pas arrêté. L'aiguille du compteur grimpait vers des chiffres vraiment dangereux. Il était en ligne avec sa petite amie, comme on l'a appris plus tard, et le pire dans tout ça, c'est qu'il conduisait en état d'ivresse. À cette vitesse folle, il a perdu le contrôle de la voiture. Le véhicule a fait une violente embardée avant de s'écraser brutalement contre un pilier en béton. L'impact a été dévastateur. Il est mort sur le coup. Il avait 50 ans. L'autopsie a malheureusement confirmé ce que beaucoup redoutaient. Son taux d'alcoolémie dépassait largement la limite légale. Et fatalement, il ne portait pas sa ceinture de sécurité. La nouvelle a coupé le souffle au monde du rock. Powell, l'homme qui faisait trembler les stades avec ses solos, s'est retrouvé réduit au silence sous une autoroute anglaise. On dit souvent que le rock est une course effrénée, sans frein ni limite. Cozy Powell l'a vécu ainsi. Et lors de sa dernière nuit, le tambour s'est tu à jamais en percutant ce mur que même la musique n'a pas pu traverser. Parlons maintenant de l'histoire de Tim Horton au Canada. Tim Horton était bien plus qu'un joueur de hockey. C'était un symbole, un mur humain sur la glace, une force inébranlable en défense et un héros national dont le nom finirait à chaque coin de rue sur une tasse de café. Durant 24 saisons dans la LNH, il a porté fièrement les couleurs des Maple Leafs de Toronto, des Rangers, des Penguins et des Sabres. Mais son héritage le plus profond allait bien au-delà. Du simple sport, jusqu'à ce qu'une nuit, la route ait raison de lui. C'était au petit matin du 20 et 1 février 1974. La veille au soir, Horton avait disputé un match avec les Sabres de Buffalo contre son ancienne équipe, les Maple Leafs, à Toronto. Bien qu'il fût blessé à la cheville et souffrit d'une mâchoire endolorie, il a été nommé l'une des étoiles du match. Mais il n'est pas rentré avec l'équipe. Il a préféré conduire seul, en pleine nuit, pour parcourir les 160 km qui séparaient Toronto de Buffalo. À un moment donné du trajet, il a perdu le contrôle. La voiture est sortie de l'autoroute Queen Elizabeth Way, a heurté la barrière et a fait plusieurs tonneaux. Horton a été éjecté du véhicule. Il est mort sur le coup. Plus tard, on a révélé qu'il roulait à plus de 160 km/h et qu'il avait de l'alcool et des médicaments dans son organisme. Il avait 44 ans. La nouvelle a ébranlé non seulement la Ligue de hockey, mais tout un pays entier. L'homme qui a bâti un empire du café et des beignets, qui a inspiré des générations par son travail acharné, est mort seul, épuisé et à toute vitesse, dans une nuit sans caméra ni applaudissements. Son nom reste vivant sur des millions, gobelets chaque matin, mais dans la mémoire de ceux qui l'ont vu jouer, Tim Horton restera toujours ce défenseur indestructible que seul le sommeil et la vitesse ont pu briser.